Nos assises des Bien Vieillir 2024 à Stade de France, organisées par Idealco. Et nous sommes avec Daniel Goldberg, qui est le président de l'UNIOPS. Bonjour. Bonjour. Quel message avez-vous passé ce matin dans les assises? Écoutez, oui, j'ai eu la chance d'intervenir ce matin dans ces assises du bien vieillir et le message que je voulais porter au nom de l'Union des associations de solidarité de la santé que je représente, qui gère donc des établissements, des services, donc à la fois en établissement et au domicile, qui rassemble des structures de portée nationale et des structures de portée régionale ou locale qui sont dans l'accompagnement et dans le soin des personnes. C'est que si rien ne se fait aujourd'hui ou demain de manière très rapprochée, nombre de ces structures, encore une fois établissements ou services à domicile, risquent de s'affaisser par manque de moyens financiers et par la pénurie des métiers de l'humain. Donc j'ai utilisé cette phrase tout à l'heure dans la table ronde à laquelle je participais. Ils ne mourraient pas tous, mais tous sont touchés, pour paraphraser Jean de La Fontaine, avec des EHPAD notamment qui sont en déficit budgétaire structurel, avec plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des dotations publiques qui ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des dépenses de chauffage, l'augmentation des dépenses d'alimentation pour celles et ceux qui servent des repas, l'augmentation des coûts de déplacement pour le domicile, donc des dotations publiques qui ne suivent pas, et une pénurie des métiers qui met en grand danger le fonctionnement même de ces établissements et de ces services. Donc c'était un peu une adresse aux décideurs publics qui nous ont suivis, qui sont dans la table ronde qui a lieu maintenant, pour leur dire décidez maintenant. Il faut décider quelles sont les sources de financement, qui organise tout cela pour les citoyens que nous représentons, les personnes directement concernées, les aidants, que ce soit le département, l'État, voire même la région qui décide. C'est pas ça qui est important. C'est le fait de savoir si aujourd'hui et demain il y aura une solution d'accompagnement, une solution de soins pour des personnes en perte ou en manque d'autonomie. On peut avoir un exemple de situation grave à l'heure actuelle, ce que ça donne concrètement? Alors, est-ce que c'est des structures qui vont péricliter en fait? Et c'est des structures qui concrètement se posent la question de leur pérennité à l'issue de l'année 2024, bien sûr. Vous avez un EHPAD ce matin même dans la ville du Havre, un EHPAD public qui affiche 400 000 euros de déficit. J'étais il y a 15 jours en Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'était plutôt une structure dans le champ du handicap, mais qui me disait que ses comptes étaient structurellement déficitaires. Donc il y a deux choix aujourd'hui possibles pour notre pays et donc pour les décideurs publics. J'allais dire quelle que soit l'étiquette politique et quel que soit le niveau de responsabilité, département, ville, région ou État. C'est soit décider que toute personne en situation de vulnérabilité, en perte ou en manque d'autonomie a une solution d'accompagnement, ou décider qu'une partie de la population, parce qu'elle habitera un territoire où il n'y aura pas ces solutions-là qui seront développées, ou par ailleurs parce qu'elle n'aura pas les moyens financiers de payer des services plus chers, eh bien n'aura pas de solution. Et donc ça, c'est un choix pour notre pays qui est le choix des années 2025 à 2030 au plus tard. Parce qu'on sait que notamment dans le champ du grand âge, le seuil démographique, il va décoller, entre guillemets, à partir de 2030. Et pour les autres champs, on est aux assises du bien vieillir, mais l'UNIOPS, c'est l'ensemble du champ des solidarités. C'est à peu près le même débat, évolution démographique en moins, dans le champ du handicap, dans le champ de la protection de l'enfance, dans le champ de la lutte contre l'exclusion, dans le champ de la petite enfance. Donc il y a besoin de décider aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé une pétition qui a atteint hier ou avant-hier les 20 000 signatures, pour dire que ce sujet-là, il ne concerne pas que les associations que je représente, ou que les acteurs de terrain, pas que les décideurs publics, pas que même les professionnels, mais il concerne les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, leurs proches, qui sont démunis, sans solution, notamment avec les familles éclatées où on n'habite pas forcément proche du domicile de ses parents, par exemple. Mais il touche aussi les voisins de palier, il touche les commerçants qui voient une personne qui n'a pas de solution pour faire ses courses, voire des collègues de bureau, par exemple. Alors là, on n'est pas forcément dans le champ de la perte d'autonomie liée au grand âge, mais de la perte d'autonomie tout court. Quelqu'un qui fait un AVC pas trop grave et qui doit être remplacé, doit être accompagné pendant quelques mois pour retrouver son activité professionnelle, qui doit être peut-être accompagné dans son champ de travail. Donc ces questions-là, c'est un vrai projet de société, c'est un vrai sujet de société, et nous on appelle à ce que l'ensemble des citoyens prennent ce sujet à leur compte. On a une idée de l'ordre du montant du budget
Alors, moi, c'est plusieurs milliards d'euros. Vous savez, Dominique Libaud a quand même beaucoup écrit là-dessus. C'était en 2018. Il y a eu d'autres rapports depuis. On parle d'une somme d'environ 10 milliards d'euros à trouver par an. Et c'est pour ça que le discours de ces derniers jours de membres du gouvernement est très inquiétant, parce qu'on est plutôt à nous dire qu'il va falloir restreindre sur des dépenses de solidarité plutôt que de prendre ce seuil. Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant. On peut décider qu'une partie de la population ne sera pas accompagnée parce qu'elle habite des quartiers populaires. On est en Seine-Saint-Denis, qui est par ailleurs mon département aujourd'hui, où il y aura moins de services, ou des territoires périurbains ou ruraux où on se dit il n'y aura pas les services qui accompagnent, ou des personnes qui n'auront pas les moyens de compléter parce que n'ont pas les ressources suffisantes. Mais, soit par le niveau géographique, soit par l'argent. Voilà, par l'argent. Et ça peut être un choix de notre société. C'est bien sûr pas celui que je défends. Si ce n'est pas ça, moi je n'ai pas non plus les 10 milliards d'euros ni dans ma poche, vous vous en doutez bien, ni même la solution évidente. En tout cas, ne pas choisir, ne pas décider aujourd'hui, et c'est peut-être le principal message que je voulais porter et que je donnerai la semaine prochaine aussi, puisque nous tenons notre propre congrès les 3 et 4 avril à Lyon, c'est de se dire que de ne pas choisir, c'est choisir de ne pas accompagner toute une partie de la population qui est en situation de vulnérabilité. Et pour nous, nous considérons que ça doit être la fierté de notre pays. Nous sommes fiers de prendre soin et fiers d'être engagés pour une société où tout le monde est accompagné à la hauteur de ses besoins, parce que ça concerne l'ensemble de la population finalement. On parle de 10 milliards, supposons qu'il n'y ait que 5 milliards, s'il y a des priorités. Mais c'est difficile de faire des priorités. C'est difficile de faire des priorités, mais 5, c'est mieux que 0, hein, déjà. Bon. Est-ce qu'il y a des urgences en fait? Non, mais il y a deux niveaux. Il y a les urgences que je qualifiais au tout début de notre échange, qui sont que des structures aujourd'hui, que ça soit domicile ou établissement, sont en déficit structurel. Donc soit les pouvoirs publics sont en capacité de dégager les moyens pour que ces structures restent, soit elles ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'innover. Les besoins des personnes en perte ou en manque d'autonomie aujourd'hui et demain ne sont pas exactement les mêmes que les besoins qui étaient exprimés il y a 10 ans encore. Donc, il faut être en capacité d'innover. Et nous fonctionnons, vous savez, avec le régime des CEPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Il faut que ces contrats-là, dans le champ du non lucratif, permettent de se développer et d'innover. Quand on voit que, par exemple, suite au scandale Orpea, le nouvel Orpea a eu les moyens de se développer par l'apport des fonds de la Caisse des dépôts et d'autres. C'est quand même 1,2 milliard d'euros qui ont été mis dans cette entreprise demain. Mais nous sommes aussi des entreprises. Donc, il faut que des entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a des entrées en termes budgétaires, on a des sorties, il y a des questions de gestion de personnel. Donc, il faut qu'on ait les moyens de se développer. Et s'il doit y avoir des priorités, c'est de se dire, voilà, dans quel territoire et par rapport à quel type de population, si rien n'est fait, alors ces personnes-là n'auront pas leur solution d'accompagnement. Je pense que c'est une question de justice. Sur les frontons de notre mairie, il y a liberté, égalité, fraternité. Ben, finalement, être en capacité d'apporter à chacune et à chacun une solution d'accompagnement, une solution de soins, c'est à la fois une question de liberté pour les personnes, une question d'égalité pour tous et une question de fraternité pour les personnes en vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci à vous.